Le capteur, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure la qualité de la contraction musculaire. Moi, ce que je veux, c'est d'abord poser un diagnostic. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'épaule. Et la première slide, je l'ai appelée l'épaule mystérieuse. Je l'ai appelée l'épaule mystérieuse parce que ça va faire 13 ans que je suis kiné. Et que l'épaule, je pense que je n'ai pas su ni la comprendre, ni la soigner pendant plus de 8 ans de carrière. Et peut-être même un petit peu plus. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer pourquoi certains d'entre vous ont encore des douleurs d'épaule. Parce qu'il est possible que dans votre parcours, vous ayez eu des kinés qui étaient comme moi, qui ne savaient pas traiter des épaules. Et je ne peux pas en vouloir au kiné, en fait. Parce qu'en fait, la kiné a énormément changé ces dernières années. Je te vois dire oui, Alexandre, t'es kiné aussi? Ah, moi je suis pas kiné. Il y a qui d'autre qui est kiné? Ah, JB, t'es kiné aussi? Mais tu l'avais caché! T'es déjà diplômé ou t'es étudiant? Ouais, je suis diplômé là. Ah, ok, cool. En fait, l'épaule nous a longtemps posé problème parce que on essayait de l'aborder avec toujours la même logique que ce qu'on avait toujours fait en kinésithérapie, à savoir une logique purement empirique. Une logique purement empirique, c'était, on nous a appris une méthode, on a remarqué que ça marchait pas trop mal, et on l'a proposée à tout le monde. Et cette méthode-là, eh bien, on l'a utilisée pendant des années. Là, je me suis marré quand j'ai écrit ça. C'est pas l'épaule, ça, Patrick. Oh, le loser. Ouais, on n'est pas aidé aussi. Et là, lui, il dit encore un qui est mort d'une tendinite. Alors qu'il est sur l'avant-bras. Donc, on partait vraiment de loin au niveau de la compréhension de l'épaule, ou même déjà, au départ, on n'était pas sur la bonne articulation. Mais aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est que déjà, on va voir toutes les petites erreurs qu'on a accumulées pour la compréhension de l'épaule, ce qu'on a changé, pour arriver à une expérience qu'on va voir ensemble aujourd'hui, à savoir quel est le lien entre les muscles de l'épaule, la force de l'épaule, puisqu'il n'y a pas de lien direct forcément entre la taille d'un muscle et la force qu'on est capable de générer, et la douleur. Alors, au niveau de la slide, j'ai trouvé que ça pour représenter la douleur. J'ai cherché pendant longtemps et je trouve que ça passe assez bien en fait. Et surtout, et le cerveau. Quel est le lien entre la douleur, la force, la taille d'un muscle et le cerveau? Pour ça, on va commencer par une petite expérience ensemble. Félix, est-ce que tu peux me faire un biceps curl, s'il te plaît? Ok, reviens. Fais-moi un biceps curl fort. Vous voyez qu'il a de la force, on est d'accord. On voit la taille de son muscle, on imagine la taille de son cerveau, on imagine la connexion entre son cerveau et son muscle, et clairement, vas-y, refais-le fort. Il peut carrément me soulever. Je sais que je suis physiquement très impressionnant, mais il y a quand même des limites. Je vais changer juste un seul paramètre. Au lieu d'avoir une résistance non douloureuse avec ma main, je vais le faire avec une petite pointe. Refais-moi la même chose. Allez. Ça fait mal. Mais t'as plus de force ou quoi? Bah, ça fait mal. Est-ce que j'ai joué sur la taille de ses muscles? Non. J'ai joué sur quoi? Sur son cerveau. Qu'est-ce que j'ai envoyé en même temps dans son cerveau? Un message de douleur. En fait, notre cerveau, merci beaucoup Félix, c'était parfait, est largement modifié. Le mouvement est modifié par la présence d'un message de douleur. La douleur inhibe la force. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme je vous ai dit, je vous ai recruté. Je vous ai recruté parce que vous avez tous non seulement des douleurs d'épaule, mais en plus de ça, je fais un sondage sur Instagram où j'ai une population qui est plutôt jeune, entre 18 et 44 ans, plutôt sportif. Et donc je sais que certains d'entre vous vivent déjà ça. Je suis en train de m'entraîner et quand je fais mon sport, je sens que j'ai de moins en moins de force, j'ai de moins en moins d'endurance et j'ai mes performances qui diminuent. On vous passe une imagerie, on trouve qu'il y a plus ou moins des dégâts et vous dites « Ah merde, ça y est, j'ai mes tendons qui sont usés. » Mais est-ce que c'est pas juste le fait qu'il y ait la présence d'une douleur qui diminue vos performances? Et c'est ça que j'ai envie de comprendre.
On revient un peu en arrière dans l'histoire. Qui a la ref? Ouais. On va revenir un peu dans l'histoire. Ça, c'est ce qui nous a niqué 30 ans de compréhension de l'épaule. Le conflit sous-acromial, qui a été développé notamment par Neer dans les années 70. Et en fait, on disait quoi à l'époque? On disait, les gens ont mal à l'épaule. Alors, je vais vous montrer comment c'est fait une épaule, peut-être que vous ne le savez pas. Ça, c'est une articulation de l'épaule. Une articulation de l'épaule, pour faire très simple, c'est composé quoi? D'une omoplate derrière, de l'humérus, qui est l'os qui est devant, et l'humérus vient s'articuler avec le bord externe de l'omoplate qu'on appelle la glène et sa bouche. C'est une des articulations les plus mobiles du corps humain. Et en fait, dans les années 70, ce que Neer a vu, c'est qu'il y avait des gens qui avaient du mal quand ils levaient l'épaule. Et il a regardé quoi? Il a dit, en fait, c'est normal parce que, regardez, il y a plein de structures qui passent là dans un coin. Et moi, je connais bien les portes. Bon, là, il n'y a pas de porte. Je connais bien les portes et j'ai remarqué que quand je mets le doigt dans la porte et que je ferme la porte, ça fait mal. Donc ça s'appelle un conflit. Et bien donc si les gens ont mal à l'épaule, c'est quand ils viennent lever l'épaule, là vous le voyez ici, ça va venir pincer les structures, donc ça fait mal. Et donc on a parlé du conflit sous-acromial parce que le petit bord ici s'appelle l'acromion. On l'a modélisé ici, la tête de l'humérus, les structures qui passent, l'acromion, en plus on a une petite bourse séreuse ici, et du coup quand on va venir lever le bras, ça pince et ça ferme. Du coup, dans les années 70, on aimait bien ce concept de méthode, on en était au début de la compréhension des articulations de manière générale, et donc quand on trouvait une cause d'explication de douleur, on la mettait à toutes les sauces. On a développé à partir de là un concept très basique qu'on nous a appris, qu'on m'a appris moi à l'époque, à l'école, qui était de dire, si il y a un conflit, le meilleur moyen c'est de dégager le conflit. Et qu'est-ce qu'on fait pour dégager le conflit? On va ouvrir l'espace sous-acromial. Comment est-ce qu'on va ouvrir l'espace sous-acromial? On a des muscles qui abaissent. Le grand pec, le grand dorsal. Et donc, on va dire à tous les gens, avant de lever l'épaule, de venir abaisser l'omoplate pour lever. Alors, moi, j'ai fait ça pendant 7 ans dans ma carrière. On m'avait dit, les gens, s'ils ont mal à l'épaule, faites-leur travailler les abaisseurs. Vous allez tous, s'il vous plaît, lever les épaules. Au maximum, moi ça me permet directement de voir lesquels d'entre vous ont déjà des restrictions d'amplitude. Je redescends. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser à fond les omoplates, à fond, à fond. Vous allez engager à fond vos abaisseurs et remonter de nouveau les épaules. Question. C'est plus facile ou c'est plus dur en travaillant les abaisseurs? C'est plus dur, hein? Eh bien nous, kinés, quand nos patients ils galéraient à faire leurs abaisseurs, on mettait nos petites œillères et on disait « Ah, c'est moi qui ai raison parce que moi j'applique la méthode d'abaisseur. Donc c'est vous qui vous plantez. Donc même si c'est plus dur, c'est que vous ne le faites pas assez, il faut continuer de faire des abaisseurs. » Donc on demandait à nos patients d'abaisser plus les épaules, d'aller à l'inverse de la biomécanique naturelle parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous levez les épaules, l'omoplate, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se lève. On a plus de 5 articulations dans l'épaule, 2 principales, la gléno-humérale, donc l'humérus et l'extérieur de l'omoplate, mais on a aussi l'omoplate qui glisse sur le long du grille costal, la scapulo-thoracique. Et donc on leur enlevait la scapulo-thoracique et on faisait que la gléno-humérale, on allait à l'inverse de la biomécanique et on leur disait c'est de votre faute si vous avez encore des douleurs, c'est que vous ne le faites pas assez. C'est assez facile quand il y a un traitement qui ne marche pas de culpabiliser les gens qui ne font pas bien le traitement. Et ça on l'a fait pendant longtemps. Et encore aujourd'hui, JB, est-ce que c'est ce qu'on t'a appris à l'école? En partie. Sved aussi. Tu as été diplômé de quand? Cette année. 2016. 2010. Donc vous voyez que même dans les milieux médicaux, on a beau avoir déjà démonté ces idées reçues depuis quelques années, elles continuent d'être enseignées. Ce qui veut dire que chaque année, et c'est pareil pour toutes les professions médicales, et je pense que même c'est pareil pour beaucoup de professions, on continue à appliquer des méthodes juste parce qu'on ne sait pas qu'elles ont été révolues. Heureusement, le temps est un petit peu passé. Il y avait une autre philosophie de la compréhension de l'épaule qui est venue un tout petit peu plus tard,
où au lieu de seulement appliquer la méthode A, on essayait de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait mal à l'épaule. Et pour comprendre ce qui faisait mal à l'épaule, on a trouvé des tests. Alors les tests en kinésithérapie sont absolument indispensables. Pour faire très simple, demain, si vous voulez savoir si vous êtes dans un projet de bébé, et pour savoir si jamais la personne avec qui vous partagez votre vie, elle a le ventre qui gonfle, elle commence à être un peu plus fatiguée, si c'est bien parce qu'elle est enceinte, vous allez lui faire un test de grossesse. Sinon, ça peut être la gastro aussi. C'est plus chiant. Mais vous avez besoin d'un test pour ça. Eh bien, en fait, en kiné, c'est pareil. Pour pouvoir savoir ce qu'il y a en face de moi, j'ai des tests. Et du coup, on nous a appris beaucoup de tests au niveau de l'épaule pour essayer de savoir ce qui faisait mal. Ces tests-là, moi j'étais étudiant et pour être très franc, ça me faisait chier de les apprendre. On devait les apprendre par cœur, on ne les comprenait pas. Mais le but de ces tests à l'époque, c'est qu'on pensait qu'ils permettaient d'individualiser l'origine d'une douleur. Ce qui nous permettait de nous affranchir d'une échographie, d'une IRM et de dire c'est le supraépineux qui fait mal si tu as ça, c'est l'infraépineux qui a mal quand tu fais ça, et ainsi de suite. Donc, on nous apprenait à faire les tests. On commençait à sortir un tout petit peu de la méthode pour essayer d'avoir un peu plus, en fait, une compréhension de ce qui se passait. Pour être tout à fait franc, moi, faire les tests, ça me faisait chier. Et j'étais pas très très bon là-dedans. Et du coup, j'étais pas non plus un très très bon kiné. Et j'avais des patients qui me disaient Grégoire, j'ai toujours mal à l'épaule malgré le fait qu'on mette en place une stratégie. J'ai bossé comme ça pendant 8 ans. Je suis même allé jusqu'à me former en thérapie manuelle. La thérapie manuelle m'a énormément aidé pour le rachis cervical, pour le rachis lombaire, pour le rachis thoracique, pour les genoux, pour les membres inférieurs. Mais il y a encore une articulation qui me posait problème, c'était l'épaule. Et quand tu es kiné et que tu as un patient qui vient te voir avec une ordonnance et qui a écrit l'épaule dessus et que tu dis « Putain, en fait, je ne sais pas traiter cette articulation-là. Elle me met vraiment en difficulté. » Tu n'es pas bien. Parce que tu sais qu'au bout de 15-20 séances, ton patient, probablement qu'il aura encore mal. Et si jamais tu arrives à l'améliorer, tu n'es pas capable de savoir pourquoi. La thérapie manuelle m'a énormément aidé. Si vos patients ont des douleurs, c'est parce qu'ils ne sont pas assez mobiles. Donc, on va leur faire gagner en mobilité. C'est quelle épaule qui te fait mal? Ok, super. Du coup, en thérapie manuelle, j'ai appris à tout libérer, toutes les structures au niveau de l'épaule. Je vais vous montrer, c'est assez rigolo. On va faire le petit pec. Tu pousses avec l'épaule contre moi et relâche en soufflant. Levée de tension du petit pec. J'ai appris les scomes, les scalènes. J'ai appris les élévateurs de la scapula. J'ai appris les trapèzes. J'ai appris les trapèzes moyens. Et je faisais des séances complètes comme ça. Mais je passais 20 minutes en nage. Je transpirais, mon patient, la plupart du temps, ça le faisait couiner parce que tu le fais sur une épaule saine, ça va. Tu le fais sur une épaule douloureuse que tu n'as pas identifiée, ça fait couiner. Et après, je demandais à mes patients, allez-y, retester. Et qu'est-ce qu'ils me disaient? Vas-y, redresse-toi. C'est tout pareil. Donc, tu as passé 20 minutes à essayer de le transformer dans tous les sens. Ça change que dalle. Toi, tu es en sueur et tu n'en peux plus. Merci beaucoup, Sylvain, pour ça. Jusqu'à un jour, et là, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un tout petit peu ému. C'est qu'on était à Toulouse et que j'ai Xavier Dufour, qui est le directeur de l'ITMP, là où j'enseigne, qui m'appelle et qui me dit « Greg, écoute, il y a Fred Srour qui donne sa formation épaule au top à Toulouse et il a un peu trop d'élèves et il a besoin de quelqu'un pour le seconder. » Et donc j'ai vu ce monsieur, un kinésithérapeute, donner une masterclass, non seulement d'épaule, mais d'esprit scientifique, de compréhension de l'épaule, de d'où on venait et de ce qu'on peut apporter. Et en fait, ce monsieur-là, il a bouffé toute la littérature sur l'épaule depuis plus de 70 ans, je pense. Et au lieu d'avoir une seule méthode, et au lieu d'avoir des tests qu'on ne comprenait pas, il a fait le lien entre toutes les méthodes qui existaient, son expérience à lui, où ça fait 25 ans qu'il bouffe de l'épaule, toute la littérature et tous les tests, pour proposer une classification des épaules. La classification pour les épaules, alors je ne sais pas si vous êtes un peu familier de ce que j'ai l'habitude de faire, moi, pour le rachis, mais c'est qu'en fait, demain, quand quelqu'un vient vous voir, la première chose que vous devez faire, c'est de vous poser la question, en fait, qu'est-ce qui me fait mal? À quoi ça ressemble? Et en fonction de ce à quoi ça ressemble, je vais proposer un traitement qui correspond.
Et lui, il a fait ça de manière à ce que ce soit compréhensible pour toute une génération de kinés. Et qu'en 2 jours, ce mec-là, il fait mieux que ce qu'on a appris en 5 ans de kinésithérapie. Et si je vous disais que ce mec-là, il est là aujourd'hui, qu'il est juste là en chemise blanche, au milieu de nous tous, et qu'à lui tout seul, il a changé la vie de milliers et de milliers de personnes. Parce que si tu changes la vie, Fred, tu formes combien de kinés par an en France? Quelques centaines. Si tu changes quelques centaines de kinés, dites-vous combien de patients on voit. Dites-vous combien de patients on a mis en échec juste parce qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. Et ça part d'un mec qui, à un moment donné, se dit « Si moi j'ai trouvé la solution, je vais la transmettre. » Et aujourd'hui, c'est des centaines, franchement, c'est des dizaines de milliers de patients qui sont améliorés chaque année grâce à Fred. Alors déjà, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Fred. Bienvenue. Ce sera écrit sur ma tombe. C'est là, indirectement soigné. Mais déjà, Fred, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là. Ça me fait des rappels. Alors, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Quand j'ai écrit mon bouquin sur la classification de l'épaule, je l'ai écrit de la manière suivante, où Fred, sur cette notion de classification, je vais revenir à une articulation qui me concerne un peu plus parce qu'elle est plus claire à comprendre. Mais par exemple, quand vous avez mal dans le bas du dos, il n'existe pas un mal de dos, il existe des maux de dos. Et donc notre job, c'est d'essayer de comprendre. Pour l'épaule, c'est exactement pareil. Il n'existe pas une douleur d'épaule, il existe plusieurs dizaines de douleurs d'épaule, plusieurs centaines de douleurs d'épaule. Notre job en tant que kiné, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait mal. Et c'est pour ça que quand je vous ai recruté selon certains critères. Pour m'assurer qu'aujourd'hui, quand on va essayer de mettre en place un traitement, vous ayez beaucoup plus de chances de répondre au traitement qu'on va mettre en place. L'idée, c'est que Fred, quand il fait sa formation qui s'appelle Épaule-au-top, il classifie les douleurs d'épaule. Oups. Selon différents types. Et moi, comme je suis un grand feignant, que j'avais surtout beaucoup apporté le café pendant sa formation, je n'avais pas tout retenu et du coup, j'avais fait une autre classification de sa classification. Et ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis prof en thérapie manuelle. Et donc, dans ma formation sans exo, j'explique en 1 heure ce que Fred fait en 2 jours. Et du coup, je ne m'en cache pas, j'avais demandé à Fred, est-ce que tu es d'accord? Sa formation à lui, elle s'appelle Épaule-au-top. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que moi, en 1 heure, ce n'est pas Épaule-au-top. Ce que je fais, c'est la version Wish de Épaule-au-top. C'est Épaule-au-toup que je fais. C'est beaucoup moins bien, mais globalement, ça permet de s'en sortir le temps que tu trouves enfin une place pour aller à sa formation. J'ai classifié les douleurs d'épaule, les épaules en 3 types d'épaules. Les épaules raides, les épaules faibles. Dans les épaules raides, on va retrouver ce que vous ne connaissez pas forcément, ce qui s'appelle la capsulite rétractile. On va retrouver toutes les séquelles de trauma, à savoir, je me suis pété l'épaule et du coup, j'ai vraiment une épaule qui est dans un sale état et je ne peux plus bien la bouger. Dans les épaules faibles, on va retrouver toutes les épaules avec les atteintes neuro, mais aussi les séquelles de luxation, à savoir les épaules instables. C'est pour ça que j'ai demandé qu'aucun d'entre vous n'ait d'instabilité d'épaule ou d'antécédent de luxation. Ce qui nous amène après aux épaules douloureuses. Et Fred, pour le coup, on se rejoint là-dessus. Je n'ai pas trop déformé. Il classe les épaules douloureuses sous 6 étiologies, sous 6 origines. La première, c'est d'origine cervicale. La deuxième, c'est d'origine désactivation de la coiffe des rotateurs. La troisième, c'est d'origine de l'omoplate. La quatrième, c'est d'origine thoracique. La cinquième, c'est d'origine gléno-humérale. Et la dernière, Fred, cervicale, tendinite, scapula, thoracique, gléno-humérale. Ça va me revenir juste après. Ah oui, claviculaire. Aujourd'hui, on ne va pas voir les épaules raides,
on ne va pas voir les épaules faibles, on va voir seulement les épaules douloureuses. Et au niveau des épaules douloureuses, ce qu'on va voir, c'est sur ces deux étiologies-là. Problème de tendinite et problème d'omoplate. Ce qui est intéressant dans ta façon de classifier, c'est que tu sépares les épaules faibles des épaules où il y a de la tendinite, des douleurs de l'espace sous-acromial. On va appeler ça de façon globale les patients qui ont des douleurs dans l'espace sous-acromial, que ce soit diagnostiqué comme une tendinite, une tendinopathie, une bursite, tout ce qui est en lien avec les tendons et la bourse, on va dire que c'est à peu près la même famille. Et en fait, pendant des années, on a dit que ces épaules étaient douloureuses et faibles. Parce qu'on disait qu'effectivement, les gens, quand tu les testes, ils ont mal. Et c'était tellement vrai qu'on leur a donné de la rééducation à faire en faisant des exercices avec de la résistance. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont déjà eu de la rééducation comme ça, avec des élastiques, des haltères, etc. Et ça les améliorait. Du coup, on se disait, bon, ben, si en faisant ce genre d'exercice-là, ils vont mieux, c'est que l'épaule douloureuse est bien faible. Et c'est pour ça que ça leur faisait mal. Les données les plus récentes, mais vraiment très récentes, remettent en question cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que probablement, quand les gens vont mieux, ils ne sont pas forcément plus forts. Pourtant, le traitement de choix reste le même. C'est-à-dire le traitement, le gold standard, le traitement le plus approprié pour ces gens qui ont des tendinites, c'est vraiment de faire des exercices avec des élastiques, des poids, etc. Et donc c'est pour ça que ça va être intéressant tout à l'heure, justement par rapport à l'activité électrique, puisque tu as dit est-ce que quelqu'un de fort a mal, est-ce que quand on a mal on est moins fort, etc. Ça va être vraiment très intéressant parce que l'activité qu'on va voir va être probablement en lien avec l'activité musculaire, et que là où on pensait que avoir mal à l'épaule c'était être faible, et ne plus avoir mal à l'épaule c'était être fort, eh ben en fait c'est probablement un raccourci. C'est probablement plus fin que ça. Donc c'est intéressant parce que toi tu as dissocié les deux, et que tu as mis faible ailleurs. Et c'est tout à fait pertinent, puisqu'une épaule neurologique, tu as mis neurologique, quelqu'un qui est paralysé, lui on peut dire qu'il est faible. S'il y a eu un traumatisme du nerf, le bras peut plus se lever, on ne peut plus activer le muscle, c'est faible. Quelqu'un qui a une épaule instable, on pourrait effectivement considérer qu'il est faible, il n'y a plus assez d'activation, l'épaule se luxe, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais ne pas combiner les deux, ça me semble pertinent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 5 ans, j'aurais dit l'inverse, tu vois. J'étais soit complètement en avance, soit complètement paumé, mais chacun aura libre cours de son interprétation. Donc aujourd'hui, on en est là. Merci beaucoup, Fred, pour tout, pour aujourd'hui et tout. On va essayer de découvrir ensemble comment est-ce qu'on peut diminuer la douleur de vos épaules. Est-ce que, comme vient de l'évoquer Fred, est-ce qu'on va vraiment avoir plus de force, moins de force, ou est-ce qu'on aura juste moins de douleur? Donc pour pouvoir mener l'expérience, aujourd'hui, j'aurai besoin de plusieurs choses de votre part. La première, ce qui va énormément m'aider, c'est si jamais vous arrivez à me dire quel geste reproduit vos douleurs. En fait, une autre chose qu'on a retenue de Fred, c'est que si à une époque c'était assez simple d'imaginer que toutes les douleurs étaient liées au conflit sous-acromial, en fait, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que beaucoup de choses, beaucoup de choses peuvent déclencher une douleur. Moi, ce qui m'intéresse quand un patient vient me voir et qui me dit qu'il a mal, c'est pas à moi de dire c'est ça qui vous a fait mal. C'est que je vais mettre en place différentes causes de douleur et en fonction de ce qui reproduit ces symptômes, ça va pouvoir me donner une piste de tiens, ça a l'air d'être ça. Pour faire simple, quelqu'un qui me dit j'ai mal quand je porte du poids au-dessus de l'épaule, eh ben, je vais considérer que quand il y a un poids au-dessus de l'épaule, que ça lui fait mal, eh ben, ça peut être par exemple, pourquoi pas, de la coiffe des rotateurs. Ça peut être de l'omoplate. Je vais donc par exemple activer sa coiffe des rotateurs, reproduire le mouvement. Si la douleur est diminuée, ça veut dire que c'était un défaut de l'activation de la coiffe. Et basta. Si à l'inverse, quand j'active la coiffe et que ça ne change rien, a priori, ce n'est pas directement la coiffe. La coiffe peut jouer parce qu'elle intervient dans beaucoup de choses, mais a priori, ce n'est pas ça. Je vais donc tester autre chose, l'omoplate. Comment est-ce que je fais pour réfléchir? En fait, je vais venir tester une par une mes étiologies. Une des raisons, et c'est ce que Fred nous a dit tout à l'heure, les cervicales, c'est un diagnostic différentiel. Énormément de kinés se plantent sur des douleurs d'épaule parce qu'ils partent du principe que c'est une douleur d'épaule
alors que c'est un problème d'origine cervicale. Si vous avez déjà vu suffisamment de mes vidéos, il y a une étiologie dont je parle beaucoup, parfois peut-être même un petit peu trop, je ne sais pas si tu arrives à voir Joël d'ici, c'est les douleurs d'origine névralgie cervico-brachiale. Névralgie, nèvre, nerf, algie, douleur du nerf, cervico des cervicales, brachial dans le bras. Et donc, ça peut me donner des douleurs dans le trapèze, des douleurs dans l'omoplate, des douleurs dans le deltoïde, des douleurs dans le biceps, dans le triceps, à l'extérieur du coude, à l'intérieur du coude, dans l'avant-bras, au niveau du poignet et au niveau du pouce. En gros, j'ai beaucoup de gens qui pensent avoir des tendinites. Moi, typiquement, c'est les gens qui me disent « j'ai tendinite, 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 tendinite ». Et moi, je vous dis « c'est une névralgie ». L'erreur, c'est quoi? C'est des gens qui vont aller chez le kiné, qui vont faire du travail de tendinite d'épaule et qui, pendant 20 séances, auront exactement la même chose. Mettre en place toujours la même solution et avoir exactement les mêmes résultats et continuer à mettre en place cette solution, ça s'appelle la folie. Donc je sais, je pense que c'est ton cas, Sébastien, de ce que vous m'avez décrit un peu dans les messages. Si vous m'avez dit pendant 15-20 séances où je traîne la même douleur, qu'est-ce qu'il fait, Dr House, quand il met en place un traitement et que ça ne répond pas au traitement? Il ne change pas de traitement, hein. Il change de diagnostic. L'erreur qu'il y a aujourd'hui, c'est la deuxième erreur des kinés, c'est que non seulement on a toujours cette approche en méthode A et on fait toujours la méthode A, mais on est incapable d'en sortir pour dire, en fait, mon problème, ce n'est pas ma méthode, c'est mon diagnostic initial. Et donc aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, mais qui est hyper intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez vu en ce moment, il y a un peu une guéguerre de bas étage pour savoir si les kinés ont le droit à l'accès direct. À savoir des patients qui voudraient aller voir directement des kinés face à une douleur. Où il y a encore 3 ans, on en avait parlé justement avec Fred, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, nos cabinets ont été fermés et du coup, les kinés ont eu le droit de faire des séances en téléconsultation. Et tout le monde s'est foutu de notre gueule en disant « mais qu'est-ce que vous voulez qu'un kiné il fasse en téléconsultation? Il ne va pas faire des massages au travers de son écran ». 95% de mon activité à moi, c'est de poser des questions et de faire des tests et de savoir c'est ça qui fait mal, c'est ça qui fait mal. Ce n'est pas de masser en fait. Le massage est un traitement à la limite pertinent sur de la douleur musculaire qui va durer, avec un effet qui va durer entre 20 minutes et 48 heures, point barre. C'est un outil. Moi, ce que je veux, c'est d'abord poser un diagnostic. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, j'ai triché en vous recrutant aujourd'hui. C'est que je vous ai fait rentrer directement dans des cases pour m'assurer que votre douleur d'épaule soit liée à ça. J'ai gagné beaucoup de temps, en fait. Mais quand quelqu'un vient me voir, ça a été le cas d'Ivan, qui est venu me voir au cabinet il y a 3 semaines, Ivan, j'ai d'abord éliminé tout ça. Et dans la réalité de la vraie vie, est-ce que quelqu'un peut avoir une tendinite et des séquelles de trauma? Oui, bien sûr, ça arrive. Ça biaise tout le tableau clinique, mais c'est ça notre job aussi. Donc là, aujourd'hui, on va arriver sur un terrain un peu plus simple. Et comme beaucoup de choses peuvent expliquer les douleurs, en effet, le deuxième raccourci, c'est que j'aurais besoin que vous me disiez si vous connaissez un geste qui reproduit vos douleurs. Si jamais ce n'est pas le cas, j'ai les tests que j'ai appris quand j'étais à l'école qui vont pouvoir inclure ou exclure des douleurs. Mais on va déjà partir là-dessus. Ça marche tout le monde? Je regarde si j'ai rien oublié dans mes slides. Voilà, ça, c'est éventuellement, je vous réexpliquerai un peu, ça vient de mon bouquin, le principe de la tendinite. D'où vient la force? Est-ce que ça vient des muscles? Est-ce que ça vient du cerveau? Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. D'où vient la douleur? Donc ça, c'est l'image de 127 heures. Est-ce que ça vient directement de mon bras ou est-ce que ça vient de mon cerveau? On va y voir si jamais on arrive à trouver des éléments de réponse. Et pour ça, on va tester pour éviter de tomber dans le piège. Le butterfly et l'élévation frontale. Tout ce qui était mouvement d'arraché, overhead. Avec le développé militaire. Ok, ça marche. Donc, là, ce qu'on va faire sur l'expérience, une fois qu'on arrive à reproduire les symptômes des gens, on va venir mesurer en feedback avec OptimeErgo la qualité de la conduction nerveuse au niveau du nerf et au niveau du muscle et voir si jamais là où il y a une douleur, on a une moins bonne conduction. Donc on va essayer de voir si jamais il y a un lien entre la douleur et la conduction nerveuse. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la contraction des infraépineux chez un sujet sain pour voir si on arrive à avoir les mêmes données à droite et à gauche. Vas-y, écarte. Allez, fort. Et relâche, c'est bon? Super. Et là, on va avoir sur la rotation externe. Allez, vas-y, fort. C'est bon? Super. Donc là, en fait, ce qu'on va comparer, c'est après, chez les sujets qui ont des douleurs, savoir si on a la même chose. Merci beaucoup, Félix. Moi, c'est quand je fais du snatch et du jerk donc en réception. Moi j'ai mal quand je fais de l'arraché,
tous les mouvements d'arraché, d'haltéro. La deuxième chose qu'on va voir après, c'est qu'on va mettre en place un traitement, voir si le traitement est efficace et si on arrive à remettre en place les tests sans douleur et si on a une qualité différente de conduction nerveuse. On peut voir que parfois, on peut avoir plus de mesures quand on a plus de douleur et on peut avoir plus de mesures quand on a moins de douleur. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le lien entre douleur et conduction nerveuse n'est pas aussi établi, n'est pas aussi évident que ce qu'on pourrait imaginer. Et finalement, nous en tant que kiné, ce qui nous intéresse le plus, c'est la fonction. C'est plus le fait qu'il y ait moins de douleur, pas forcément plus de force, mais moins de douleur. Donc il y a 2 points aussi sur lesquels on peut revenir. C'est le premier, peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin de comprendre ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi les gens ont moins mal. Mais on a des pistes de rééducation et ça c'est quand même l'essentiel parce qu'il faut aider les patients et peut-être que dans quelques années on comprendra mieux pourquoi ils ont moins mal grâce aux exercices. Et puis la seconde chose, c'est que l'EMG est probablement un très bon outil d'évaluation pour connaître l'activation musculaire lorsqu'on bouge un bras, une jambe, un dos, pour savoir quels sont les muscles qui se contractent. Quant au fait que le muscle est plus actif, moins actif électriquement quand on a mal ou quand on a moins mal. Donc il faut être probablement vigilant et c'est ce que nous dit la littérature sur l'interprétation que l'on a de l'activation électrique lorsqu'on a plus ou moins mal à l'épaule.